À 81 ans, je suis passée chez mon fils un dimanche, sans prévenir. Ma belle-fille a ouvert la porte maquillée, manteau sur les épaules et chaussures aux pieds, comme si elle attendait le courage de partir. Puis elle a pris mon visage entre ses mains et m'a demandé si j'emmènerais ma petite fille adulte avant que Thibaut ne descende l'escalier. Mes jambes ont tremblé, pas à cause de ma vieillesse, pas à cause du froid de ce dimanche de mai qui descendait encore des Pyrénées avec cette sécheresse particulière que seuls ceux qui ont grandi à Perpignan connaissent vraiment. Mes jambes ont tremblé parce que j'ai compris, dans la fraction de seconde où les mains de Marlène touchaient ma peau, que cette femme ne me posait pas une question. Elle me remettait une décision, la seule qui restait encore possible avant que quelque chose d'irréparable se produise dans cet appartement silencieux de la rue de la Révolution française. J'ai serré ma petite boîte de rousquilles catalanes contre ma poitrine. Et j'ai dit oui. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, j'ai besoin de reprendre mon souffle. Parce que même maintenant, des semaines après ce matin de mai, je sens encore les mains de Marlène sur mon visage. Et je veux vous remercier d'être là, vous qui écoutez l'histoire d'une vieille femme de 81 ans qui a compris trop tard certaines choses et juste à tant d'autres. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez. De quelle ville? De quelle région? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Est-ce le soir? Est-ce le matin et vous n'arrivez pas encore à vous lever? Je lis chaque commentaire, je vous le promets. Appuyez sur le bouton j'aime si vous sentez déjà que cette histoire va vous toucher quelque part de profond. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Maintenant, laissez-moi revenir à ce dimanche. Je m'appelle Madeleine Esclarmonde-Favier. Madeleine comme la Madeleine de Proust, ce que mon père trouvait drôle et ma mère trouvait présomptueux. Esclarmonde comme une arrière-grand-tante catalane dont personne ne se souvenait vraiment, mais dont le prénom avait cette musique d'oc qui résonne encore dans les rues de Perpignan quand le vent se tait. Favier parce que j'ai épousé Raymond Favier en 1968 dans l'église Saint-Jean-Baptiste par un après-midi de septembre où il faisait encore assez chaud pour que les roses de mon bouquet se ferment à moitié de chaleur. Raymond est mort il y a 11 ans. Je porte encore son nom avec la tendresse qu'on porte les choses qui appartiennent aux disparus et qui vous survivront. J'habite au numéro 12 de la rue de l'Ange, au 3e étage, dans un appartement qui sent le vieux bois, l'encre de Chine et les livres qu'on ne peut plus ouvrir sans que quelque chose tombe. Les murs sont couverts d'étagères que Raymond avait faites lui-même, et sur ces étagères, il y a des centaines de livres que j'ai reliés, restaurés ou simplement accueillis parce qu'il n'avait plus personne pour s'en occuper. J'ai été professeur de calligraphie et d'encadrement artisanal pendant 37 ans. Mes mains connaissent la pression exacte qu'il faut exercer sur un papier pour qu'une plume glisse sans accrocher. Mes doigts savent reconnaître la qualité d'un grain au simple toucher, dans le noir, si nécessaire. C'est un savoir qui ne s'explique pas. Il se transmet lentement, comme une langue qu'on apprend en vivant dedans. Ce matin-là, le dimanche 12 mai, je m'étais levée à 7 heures comme toujours. J'avais préparé mon café dans la cafetière italienne que Raymond avait rapportée d'un voyage à Gênes il y a longtemps, si longtemps que la poignée a été remplacée 2 fois, mais que le corps en aluminium est toujours le même. J'avais mangé une tartine avec du miel de lavande acheté au marché de la place Cassanis le samedi précédent. J'avais regardé par ma fenêtre les fachadas ocre de la rue qui prenaient leur couleur du soleil de mai. Ce soleil catalan qui est différent de tous les autres soleils, plus blanc, plus direct, sans tendresse particulière, mais avec une honnêteté qui me plaît. J'avais décidé, sans raison particulière, de passer voir mon fils. Il y avait sur ma table à manger un petit paquet de papier ancien qu'Anaïs avait oublié chez moi lors de sa dernière visite. Des feuilles de garde de livres, certaines avec des marbrures à l'encre bleue et or, d'autres avec des motifs à la colle de peau qui évoquaient des ailes de papillons. Anaïs avait une façon particulière de poser ses feuilles à plat pour les laisser sécher, en les lestant au coin avec de petits cailloux lisses qu'elle collectionnait depuis l'enfance. Ces feuilles-là, je les avais mises de côté pour les lui rendre. C'était une raison suffisante pour traverser la ville. Je n'avais pas téléphoné. Avec Thibaut, je ne téléphone plus beaucoup avant de venir. Non pas par désinvolture, mais parce qu'à force d'appeler à l'avance, j'avais remarqué qu'il se passait quelque chose d'imperceptible.
La maison était différente quand elle avait été préparée pour ma visite. Trop propre, trop calme. Les conversations étaient lisses et sans aspérité, comme des textes récités plutôt que dits. J'avais appris cela avec le temps, cette chose que les vieilles mères apprennent et qu'elles n'avouent à personne. Arriver sans prévenir, c'est arriver dans la vraie vie des gens qu'on aime. J'avais pris ma veste de laine grise, mis mes chaussures de marche, glissé le paquet de papier d'Anaïs sous mon bras et pris la boîte de rousquilles que j'avais achetée la veille à la biscuiterie de la place de la Loge. Ces biscuits en forme d'anneau qui n'existent vraiment bien qu'à Perpignan et que mon fils mange encore avec la même expression qu'à 6 ans. Il était 10h36 quand j'ai sonné à la porte du numéro 31 de la rue de la Révolution française. Marlène a mis longtemps à ouvrir. Pas longtemps comme quelqu'un qui n'est pas là. Longtemps comme quelqu'un qui est là, mais hésite. J'ai entendu un bruit de chaises repoussées. Des pas, un silence, puis d'autres pas. Et la porte s'est ouverte sur une femme que je connaissais depuis 28 ans et que je n'avais jamais tout à fait vue comme je la voyais en cet instant. Marlène Sora. Favier avait 50 ans ce printemps. Elle était belle d'une beauté discrète, le genre de beauté qui ne cherche pas à se faire remarquer, mais qui reste présente longtemps après qu'on a quitté une pièce. Elle avait des yeux gris-vert très clairs qui pouvaient paraître froids jusqu'à ce qu'elle sourit. Et alors, on comprenait qu'ils n'avaient jamais été froids, seulement attentifs. Elle était illustratrice de manuscrits botaniques. Des années de travail minutieux sur des feuilles de velin, à dessiner des plantes avec une précision presque scientifique, tout en gardant quelque chose de vivant dans chaque trait. J'avais toujours respecté ce talent-là, sans peut-être le dire assez. Ce matin, elle portait son manteau beige, son manteau d'hiver, en mai, avec ses chaussures fermées, à l'intérieur de sa propre maison, comme si elle s'apprêtait à sortir, ou comme si elle avait décidé de sortir et n'y arrivait pas. Ses cheveux châtains étaient coiffés avec soin. Elle était maquillée, légèrement, ce maquillage discret qu'elle portait pour les occasions importantes. Je ne l'avais pas vue aussi habillée un dimanche matin depuis les obsèques de ma belle-sœur il y a 4 ans, et la maison derrière elle. Je l'ai vue dans l'encadrement de la porte avant même d'entrer. La maison avait cet ordre particulier qui n'est pas l'ordre de l'habitude, mais l'ordre de quelqu'un qui a rangé. Les coussins du canapé étaient trop bien alignés. La table de la salle à manger était dégagée de tout, sauf d'un vase de fleurs fraîches, des iris mauves coupés courts dans un vase de verre. La cuisine que j'apercevais au fond du couloir avait ses tasses accrochées au crochet comme dans une maison de catalogue. Rien ne traînait. Rien n'était à sa place naturelle, la place que les objets occupent dans une maison habitée plutôt que montrée. Et à droite de l'entrée, à moitié dissimulée derrière l'apparador de bois sombre que Thibaut avait hérité de son père, il y avait une petite valise. Une valise de voyage, format cabine, en tissu gris, fermée, avec une étiquette rouge accrochée à la poignée. Marlène a pris mon visage entre ses 2 mains. Ses mains étaient froides malgré le manteau. Elle avait les mains d'une femme qui travaille avec des outils délicats, des petites marques d'encre sur l'index gauche, une légère dureté à la paume droite, là où elle appuie son bâton de traçage. Je connaissais ses mains. Je les avais regardées travailler pendant des années. Ce matin, elle tremblait imperceptiblement. Elle a dit, très bas, presque contre mon oreille. « Si je vous demande d'emmener Anaïs maintenant, vous le ferez. Pas demain. Maintenant. » Il n'y avait pas de point d'interrogation dans sa voix. Elle ne me demandait pas si j'en serais capable. Elle me demandait si j'aurais le courage de le faire avant que Thibaut descende l'escalier, dont j'entendais déjà les craquements familiers au premier étage. Ce bruit que je connaissais depuis toujours. L'escalier de cette maison que mon fils avait acheté 20 ans plus tôt et dans laquelle j'avais monté cet escalier des centaines de fois pour apporter des gâteaux, des nouvelles, mon aide pour les impôts ou simplement ma présence. Ce bruit de bois ancien que j'avais toujours trouvé rassurant et qui ce matin-là ressemblait à un compte à rebours. Mes jambes ont tremblé. J'ai dit oui. Je ne savais pas encore pourquoi exactement. Je ne savais pas encore ce que je protégeais ni contre quoi. Mais j'avais 81 ans et j'avais appris à écouter les voix qui tremblent pour les mauvaises raisons. Et Marlène, ce matin de mai dans son manteau beige d'intérieur, avait la voix de quelqu'un qui ne tremble pas de peur mais d'urgence.
Il y a une différence entre ces deux tremblements. Je le sais depuis longtemps. Raymond me l'avait enseigné sans le savoir, par l'exemple. Quand il avait su pour sa maladie, il n'avait pas tremblé de peur. Il avait tremblé d'urgence. Il y avait encore trop de choses à faire, trop de choses à dire, trop de choses à transmettre avant que le temps ne se ferme. Ce tremblement-là est différent. Il a une direction. Il pousse vers l'avant plutôt que vers le bas. Marlène poussait vers l'avant. Je suis entrée dans la maison. Le salon sentait légèrement l'encaustique et les iris. Sur la petite table basse devant le canapé, il y avait un carnet fermé par un élastique, un stylo et ce qui ressemblait à une liasse de papier plié. Je n'ai pas eu le temps de regarder de plus près parce que Thibaut descendait l'escalier et que sa voix a précédé son apparition, comme toujours. Cette voix posée et bien placée qu'il avait depuis l'adolescence, la voix d'un homme habitué à que les pièces l'écoutent. « Maman. » Quelle surprise. Il avait dit cela en souriant. Un sourire parfaitement naturel. Mon fils est un homme de 57 ans à l'élégance tranquille. Les cheveux grisonnants coiffés avec cette sobriété qui évite à la fois la coquetterie et la négligence. Il porte toujours des chemises bien repassées, même le dimanche. Ce matin-là, une chemise bleu pâle, un pantalon de flanelle grise, des mocassins qui avaient été cirés récemment. Il était le portrait d'un homme dont la vie était en ordre. Il m'a embrassé sur les deux joues. Puis il a regardé Marlène avec cette expression que je commençais seulement, en ce moment précis, à apprendre à lire correctement. Cette expression qui n'était pas exactement un reproche et pas exactement une question, mais quelque chose entre les deux. Un signal que seuls les gens qui vivent ensemble depuis longtemps savent envoyer et recevoir. Marlène avait détourné les yeux. « Tu aurais pu appeler », a dit Thibaut vers moi, toujours souriant. On allait justement sortir. J'ai serré mes rousquilles. « Je sais », j'ai dit. Je voulais rapporter les papiers d'Anaïs. Et je passais simplement te voir. Il y a eu un silence d'une demi-seconde, ce type de silence qui ne dure rien, mais qui contient tout. Anaïs est là, a dit Marlène. Elle prépare ses affaires. Et dans le couloir qui menait aux chambres, j'ai entendu un bruit que je n'aurais peut-être pas remarqué une autre fois. Un bruit très léger, presque rien. Le claquement doux d'un fermoir de valise. J'ai regardé Marlène. Elle n'a pas souri. Elle a seulement baissé les yeux une fraction de seconde vers la petite valise grise derrière l'apparador. Et j'ai compris que ce dimanche matin ne ressemblerait à aucun autre. Anaïs Favier-Sora avait 28 ans. Ma petite fille, ma continuité. La personne qui m'avait regardé travailler sur les livres depuis qu'elle était assez grande pour tenir une plume sans la casser et qui avait ensuite dépassé ce que je lui avais appris de façon que je ne m'étais pas attendue. Des façons plus libres, plus personnelle, parfois plus audacieuse. Elle était encadreuse artisanale et chercheuse en papiers anciens. Elle avait passé 6 mois à Venise à étudier les techniques de marbrure vénitienne, 3 mois à Kyoto à observer la fabrication du papier washi dans un atelier de la montagne, et elle était revenue à Perpignan avec dans les mains un savoir qui n'appartenait qu'à elle. Avant de vous dire ce qu'Anaïs m'a dit ce matin-là, quand elle est apparue dans le couloir, laissez-moi vous demander quelque chose. Vous qui êtes encore là, vous qui écoutez cette histoire d'une vieille femme catalane qui a compris trop de choses trop vite un dimanche de mai. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà senti, dans votre propre famille, que quelque chose se préparait en silence, que quelqu'un autour de vous était prêt à partir depuis longtemps, mais attendait la permission ou le moment, ou simplement quelqu'un qui croirait sa raison de partir sans exiger une explication spectaculaire. Mettez-le dans les commentaires. Je lis tout. Et appuyez sur le « j'aime » si cette histoire commence à vous toucher là où vous ne l'attendiez pas. Maintenant, laissez-moi vous parler d'Anaïs. Elle était apparue dans le couloir avec un porta-oculos dans la main gauche, ce porte-lunettes en cuir brun que je reconnaissais immédiatement parce qu'il avait appartenu à Raymond. Un porte-lunettes que j'avais donné à Anaïs après la mort de son grand-père parce qu'elle avait dit qu'il sentait encore l'encre et le tabac blond et qu'elle voulait garder cette odeur avec elle. Elle le portait souvent dans sa poche, sans lunettes dedans, juste comme ça, parce que certains objets ne servent pas à leur usage premier, mais à quelque chose de plus difficile à nommer. Ce matin, elle le tenait serré dans sa main, comme quelqu'un serre quelque chose qu'il s'apprête à ne pas lâcher. Elle était pâle, pas malade.
pâle d'émotions contenues, cette pâleur particulière qui vient quand on a trop longtemps gardé quelque chose à l'intérieur et qu'on sent que le moment approche où il va devoir sortir d'une façon ou d'une autre. Elle portait ses vêtements de travail, une blouse de lin gris, un pantalon de toile, les chaussures plates qu'elle mettait dans son atelier. Elle avait ses cheveux attachés au-dessus de la nuque. Elle n'était pas habillée pour une promenade. Elle était habillée pour travailler. « Bonne maman », a-t-elle dit en me voyant. Et dans ce mot, dans la façon dont elle a dit « bonne maman », j'ai entendu quelque chose que je ne saurais pas exactement vous expliquer. Un soulagement, peut-être, ou une forme de gratitude prématurée. Comme si ma présence, mon arrivée non annoncée à 10h36 avec mes rousquilles et mes papiers de marbrure, était précisément ce dont quelque chose dans cette maison avait besoin. Thibaut a regardé sa fille, puis il a regardé sa femme. Puis il m'a regardé, moi. Son sourire n'avait pas bougé. C'était là peut-être la chose la plus troublante. Mon fils souriait de la même façon qu'il souriait depuis que je l'avais vu sourire ce matin, avec cette maîtrise particulière que j'avais toujours attribuée à son caractère équilibré et que je commençais, en ces quelques secondes, à reclasser dans une autre catégorie que je n'avais pas encore de mots pour nommer. Nous allions sortir, a-t-il répété, vers Anaïs cette fois. La réunion est à 11h30. Il vaut mieux partir maintenant pour garer la voiture correctement. Anaïs n'a pas répondu. Elle regardait le porte-lunettes dans sa main. J'ai posé mes rousquilles sur le buffet de l'entrée. J'ai posé les papiers d'Anaïs à côté. Et j'ai dit, avec la voix que j'utilisais autrefois pour calmer une classe de 20 enfants de 12 ans qui s'agitaient après la récréation, cette voix posée qui n'élève pas le ton parce qu'elle n'en a pas besoin. Je peux rester un peu. Prendre un café. Si vous partez, je fermerai derrière moi. Thibaut a dit. Bien sûr, maman. Mais ne t'installe pas trop, on ne sera pas long. Et il est allé chercher ses clés sur la patère de l'entrée. C'est à ce moment-là qu'Anaïs a levé les yeux vers moi et m'a montré ce qu'elle tenait dans le porte-lunettes de son grand-père. Pas des lunettes, une feuille pliée, un billet de train. Je l'ai vu distinctement, ce billet couleur ivoire, avec le logo de la SNCF et la mention imprimée, Perpignan, Collioure, départ 14h02, ce dimanche même. Sa voix était très calme quand elle a parlé. Si calme que Thibaut, qui cherchait ses clés, ne l'a peut-être pas entendue ou a choisi de ne pas entendre. « J'ai une résidence à Collioure », a-t-elle dit. « L'atelier des reliures Marines. Je devais partir cet après-midi. » Le mot « devait », pas « je dois ». Devait. Comme si quelque chose entre hier et ce matin avait changé la conjugaison de ce projet. Mes jambes ont tremblé une deuxième fois. Et j'ai su, avec la certitude qu'on a quand on a vécu assez longtemps pour reconnaître le moment où une décision s'impose, que ce billet de train n'était pas un simple billet de train. C'était un nom, le nom d'Anaïs. Son nom à elle, Anaïs Favier-Sora, celui qui figurait sur la réservation. Celui qu'elle avait mis elle-même sur sa propre existence professionnelle. Celui qu'on lui demandait peut-être, en ce dimanche de mai, de rayer d'une autre façon, sur une autre feuille, dans une autre pièce. Et j'ai serré les dents de cette façon que Raymond reconnaissait et que les enfants ne remarquaient jamais. Et j'ai attendu. Il y a des maisons qui vous racontent leur vérité avant même que les gens qui les habitent aient dit un mot. Des maisons qui parlent par l'odeur, par l'arrangement des objets, par la qualité du silence dans les couloirs. J'ai été dans la maison de mon fils des centaines de fois depuis qu'il l'avait acheté 20 ans plus tôt. Cet appartement du premier étage de la rue de la Révolution française, avec ses hauts plafonds, ses boiseries peintes en blanc cassé, et ses fenêtres qui donnaient d'un côté sur la rue et de l'autre sur un jardinet avec un oranger qui ne donnait plus d'oranges depuis des années, mais qu'on gardait parce qu'il avait appartenu aux anciens propriétaires et qu'on ne sait jamais. Un oranger peut repartir. Ce matin-là, la maison me disait quelque chose que je n'avais pas voulu entendre pendant trop longtemps. Je me suis assise dans la cuisine pendant que Thibaut finissait de rassembler ses affaires à l'étage. Marlène était restée dans le couloir, son manteau toujours sur les épaules, ses clés dans la main gauche. Anaïs était venue s'asseoir en face de moi avec son café qu'elle n'avait pas touché depuis ce qu'il semblait être un long moment. La surface était froide et une légère pellicule s'était formée sur le dessus. Il y avait dans l'appartement, sur la table basse du salon que j'apercevais par l'encadrement de la porte de la cuisine, une liasse de papier. Des documents.
Je ne pouvais pas les lire de là où j'étais, mais la présentation me disait quelque chose. Les documents notariaux ont une façon particulière d'être disposés sur une table, une géométrie de l'officiel, des agrafes dans le coin supérieur gauche, des marges larges, une police de caractère qui n'existe que dans les études. J'avais reconnu cette géométrie-là avant même de savoir ce qu'elle contenait. Thibault était ce qu'on appelle, dans les familles bien ordonnées, un homme de ressources. Il avait fondé sa société de conseil en archives familiales et patrimoine privé il y a 18 ans, après avoir travaillé pendant 12 ans dans un cabinet de gestion du patrimoine à Montpellier. Il aidait les familles à organiser leurs héritages, à identifier les documents qui avaient de la valeur, à préserver les collections privées d'une génération à l'autre. C'était un travail honorable, même utile. Il avait des clients dans tout le Languedoc-Roussillon et quelques-uns jusqu'à Barcelone. Il avait rencontré Marlène à une exposition d'art botanique à Béziers, il y a 29 ans. Elle exposait ses illustrations de plantes du maquis méditerranéen. Lui était venu par hasard, avec un client qui collectionnait les représentations botaniques anciennes. Il m'avait appelé ce soir-là pour me dire qu'il avait rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Je me souviens de sa voix, enthousiaste d'une façon inhabituelle chez lui qui contrôlait toujours ses enthousiasmes. Je les avais aimés ensemble. Marlène avait apporté dans notre famille quelque chose que nous n'avions pas. Une façon de travailler avec les mains qui ressemblait à la mienne, mais qui venait d'un autre monde, le monde des pigments, des encres de couleur, de la représentation du vivant. Elle avait son atelier dans la maison depuis leur début à Perpignan, une grande pièce au fond du couloir, avec une lumière du nord, des tables légèrement inclinées, des tiroirs plats pour les feuilles de velin et des rangées de petits pots de couleurs classés par famille chromatique. J'avais passé des heures à regarder travailler dans cet atelier. Anaïs aussi, dès qu'elle avait été en âge de rester tranquille, sans toucher à tout. Le porte-lunettes de Raymond était maintenant posé sur la table de la cuisine, à côté de la tasse froide d'Anaïs. Ma petite fille avait les mains à plat sur la toile cirée. Ses mains ressemblaient aux miennes, à 30 ans. Longues, avec des articulations légèrement marquées, des ongles courts par nécessité professionnelle. Il y avait sous son ongle du pouce gauche une trace d'encre violette qui n'avait pas tout à fait disparu, de l'encre de sèche qu'elle utilisait pour certains de ses travaux de dorure. « Anaïs », j'ai dit à voix très basse. Elle a levé les yeux. Il y avait dans ses yeux quelque chose que j'aurais dû voir depuis longtemps. Non pas de la tristesse exactement, ni de la colère, mais cet état particulier dans lequel on entre quand on a pesé une décision très longtemps. Quand on a retourné toutes les possibilités, examiné tous les angles, mesuré tous les coups, et qu'on est parvenu à une certitude si complète qu'elle n'a plus besoin d'être défendue à voix haute, elle existe simplement comme un fait physique. « Tu voulais partir aujourd'hui », j'ai dit. Elle a acquiescé. « Et tu n'as pas pu. » Elle a regardé le billet de train dans le porte-lunettes. Papa dit que la réunion ne peut pas être reportée, que Maître Valette a un agenda impossible, que si on ne signe pas aujourd'hui, l'occasion sera perdue. J'ai demandé. Quelle occasion? Et c'est là que j'aurais voulu vous arrêter pour prendre une pause. Vous qui m'écoutez. Parce que ce qu'Anaïs m'a expliqué ensuite dans cette cuisine de dimanche matin, avec nos 2 cafés froids et le bruit de Thibault qui préparait quelque chose à l'étage, c'est une chose que j'aurais dû comprendre bien avant ce matin, que j'aurais pu comprendre si j'avais mieux regardé, si j'avais mieux écouté. Si j'avais accordé plus de crédit aux hésitations que j'avais remarquées chez Marlène depuis des mois et que j'avais classées, sans raison valable, sous la rubrique du caractère compliqué. Avant qu'Anaïs continue, laissez-moi vous demander quelque chose. Vous qui êtes là, vous qui avez eu la patience et la bonté de rester avec cette vieille femme de Perpignan jusqu'ici, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu quelqu'un signer quelque chose sans le vouloir vraiment. Pas sous la contrainte au sens violent du mot, mais sous ce type de pression douce et cultivée qui fait qu'on finit par croire que c'est notre propre idée de capituler. Est-ce que ça vous est arrivé? Ou est-ce que vous avez vu quelqu'un de proche traverser ça? Écrivez-le dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, parce que l'histoire que je vous raconte n'est pas encore à moitié racontée et il se passe des choses dans cet appartement que vous n'avez pas encore vu. Il y a une histoire nouvelle ici chaque jour. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce que contenait cette caisha cachée derrière le rideau. Anaïs m'a raconté.
lentement. Avec cette précision d'orfèvre qu'elle avait pour les choses importantes, la même précision qu'elle mettait à choisir le bon papier pour la bonne reliure. Rien de superflu, rien d'omis. L'atelier de papier Marmorizado avait été fondé par Marlène il y a 22 ans. Au départ, c'était un travail exclusivement personnel. Marlène fabriquait des papiers marbrés à la cuve, selon des techniques qu'elle avait appris d'une maîtresse florentine et qu'elle avait ensuite développées à sa façon en intégrant des pigments naturels de la région, l'ocre de Roussillon, l'indigo des anciens moulins de Montpérou, la garance qui poussait encore dans certaines garrigues du côté de Nîmes. Elle avait une clientèle fidèle, des libraires de luxe, des relieurs, des maisons d'édition d'art qui lui commandèrent des papiers de garde pour leur publication à tirage limité. Puis Thibault avait commencé à s'occuper de la partie commerciale, progressivement, avec cette façon à lui de s'occuper des choses difficiles pour que les autres puissent se concentrer sur ce qu'ils font bien. Les factures d'abord, puis les contrats avec les clients, puis le nom commercial, puis la structure juridique, puis, doucement, l'identité de la marque. Anaïs avait rejoint l'atelier de sa mère après son retour de Venise. Elle avait apporté ses propres recherches, ses propres techniques, ses reliures qui incorporaient les papiers marbrés de Marlène avec ses propres créations de dorures et de coutures. Ensemble, mère et fille avaient créé une collection qui n'avait pas d'équivalent dans la région. Des livres d'artistes, des journaux à couverture marbrée, des coffrets, des portfolios de luxe. Tout avait été présenté sous le nom de la marque que Thibault avait créée, les éditions Favier, et les pièces signées portaient les initiales AFS pour Anaïs Favier-Sora, gravées ou estampées selon les pièces. C'est là que le problème avait commencé. Pas dramatiquement, pas d'un coup. Progressivement, comme l'eau qui use la pierre, de façon presque invisible jusqu'au moment où la pierre est traversée. Thibault avait eu une idée, une très bonne idée à l'entendre. Transformer les éditions Favier en marque patrimoniale, créer un catalogue officiel, développer la clientèle institutionnelle, musées, fondations, grandes bibliothèques. Pour cela, il fallait une structure plus solide, une cession de droits d'utilisation de la marque, un contrat de collaboration formalisé. Des documents qui donnaient à la société de Thibault les droits de commercialiser la collection, de signer les commandes au nom de la famille, de représenter les pièces dans les salons internationaux. Ce que ces documents disaient aussi, en langage notarial parfaitement propre, c'est qu'Anaïs Favier-Sora serait désignée comme continuatrice artisanale sous supervision paternelle, et que les droits économiques sur les pièces fabriquées dans le cadre de la collection Favier appartiendraient à la société et non à l'artisane. Anaïs avait lu les documents. Pas immédiatement. Il avait fallu qu'une amie juriste, rencontrée lors d'une résidence à Montpellier, lui dise qu'elle ferait bien de les faire relire par quelqu'un qui comprenait les droits d'auteur artisanaux. Et quand Anaïs avait compris ce qu'elle était en train de signer, elle avait demandé à reporter. Thibault avait dit que c'était une question d'interprétation, que les documents la protégeaient autant qu'ils protégèrent la famille, que sans structure commerciale solide, son travail n'aurait jamais la visibilité qu'il méritait, que Marlène avait déjà signé sa partie, que les délais notariaux étaient ce qu'ils étaient. Marlène avait signé. Ce mot-là m'a traversé. J'ai regardé Marlène dans le couloir, toujours debout dans son manteau beige, les clés dans la main. Et j'ai compris, avec le type de compréhension tardive qui ressemble à un coup de froid soudain, que Marlène portait son manteau non pas parce qu'elle attendait de sortir pour accompagner sa fille à cette réunion. Elle portait son manteau parce qu'elle était prête à partir, depuis longtemps peut-être. Mais elle était restée, pour sa fille, ce que Thibault appelait protégée, ce que Marlène avait vécu comme un effacement progressif. J'ai pensé à l'atelier, à ses 22 ans de travail, à ses pots de pigments classés par famille chromatique, à ces techniques venues de Florence via une maîtresse dont j'avais oublié le nom mais pas les méthodes. Et j'ai pensé à la marque qui portait désormais le nom de Favier sans que ce Favier soit celui de Marlène, parce que Marlène Sora avait gardé son propre nom en se mariant, elle avait voulu cela dès le début, cette femme qui savait que les noms comptent. Les noms comptent. Cette pensée s'est posée en moi avec la solidité d'une certitude ancienne. Je suis professeur de calligraphie depuis 37 ans. J'ai appris à des générations d'enfants et d'adultes que chaque lettre a une forme, une pression, un rythme.
qu'un nom écrit à la main est un acte irréductiblement personnel, qu'on peut copier une écriture mais pas la posséder, qu'une signature n'est pas une autorisation, c'est une présence. Et je regardais maintenant la liasse de documents sur la table basse du salon de mon fils, en sachant que quelque part dans ces pages bien agrafées, il y avait le nom d'Anaïs, son nom entier. Anaïs Favier-Sora, celui qu'elle avait choisi de porter avec les deux parties, le paternel et le maternel ensemble, et que ce nom allait être mis dans une case administrative intitulée « Continuatrice artisanale sous supervision paternelle ». Anaïs a dit quelque chose que je n'ai pas oublié depuis. Elle a dit « J'ai une résidence à Collioure. J'ai été acceptée. C'est pour ça que la passagème de Trême est dans le porte-lunettes de grand-père. Parce que grand-père aurait dit qu'il faut partir quand on a un endroit où aller vraiment. » Ses yeux n'étaient pas humides. Ils étaient clairs et décidés. Elle a dit « Je veux aller à Collioure, bonne maman. Je veux finir ma collection là-bas, avec mon nom sur chaque fiche. Et je veux décider après, une fois que ce sera fait, si je veux l'intégrer dans quelque chose de familial ou pas. Mais il faut que ce soit ma décision, faite avec ma tête libre. » Et l'escalier a craqué à nouveau. Thibaut redescendait. Il portait sa veste, ses lunettes de lecture sur la tête, et tenait dans la main un dossier cartonné bleu marine sur lequel j'ai eu le temps de lire, en lettres noires bien imprimées, les mots « Cabinet notarial Bresson et Valette, rue Mailly, Perpignan ». Il a dit, avec ce sourire qui ne bougeait pas, « On peut y aller ». Et je me suis levée, pas brusquement, pas de façon théâtrale. Je me suis levée comme on se lève quand on est une femme de 81 ans qui a des genoux qui se souviennent de leur âge et qui n'a aucune intention de paraître plus dramatique que la situation ne l'est déjà. J'ai dit « Thibaut, avant que vous partiez, montre-moi ce que tu veux lui faire signer. » Il y a eu un silence, puis son sourire a légèrement changé, pas disparu, ajusté, comme quelqu'un qui recalcule une trajectoire. « Maman, c'est une question de gestion familiale, des documents que tu n'as peut-être pas le contexte pour. » J'ai attendu. J'ai dit « Montre-moi quand même. » Et dans le couloir derrière lui, j'ai vu Marlène mettre sa main sur la poignée de la porte qui menait à l'ancien atelier. Pas pour ouvrir, juste pour la toucher, comme si cette porte avait quelque chose à dire qui n'avait pas encore été dit. J'avais 22 ans de visite dans cette maison. J'avais regardé le travail de Marlène évoluer dans cet atelier, les techniques s'affiner, les gammes chromatiques s'élargir, l'atelier d'une femme seule devenir progressivement le moteur créatif d'une marque que quelqu'un d'autre portait à la main à travers les couloirs de l'existence commerciale. Et j'avais appelé cela une belle collaboration familiale parce que c'était plus confortable que de regarder ce que c'était vraiment. Les mains de Marlène avaient tremblé sur mon visage ce matin. Les mains de ma belle-fille. La femme que mon fils avait choisie. La femme qui avait apporté dans ma famille des pigments et des techniques et un savoir qui ne venait pas de nous et qui avait enrichi tout ce qu'il avait touché. Cette femme qui avait attendu 28 ans qu'une seule personne dans la famille arrive un dimanche sans prévenir et ait l'instinct ou la chance ou la grâce de dire oui avant d'avoir compris pourquoi. Thibaut avait posé son dossier bleu marine sur la table de la salle à manger. Il l'avait ouvert, avec ce geste de quelqu'un qui explique, qui pédagogue, qui est habitué à présenter des dossiers à des gens qui ne les comprennent pas immédiatement, mais qui finissent par lui faire confiance parce qu'il parle avec une telle clarté que le doute semble être une question d'intelligence plutôt que de légitimité. Il m'a montré les pages. Et j'ai lu. Pas tout. Je n'ai pas tout lu. Mais j'en ai lu assez. J'ai lu la clause de cession. J'ai lu la désignation d'Anaïs comme collaboratrice artisanale au sein de la collection Favier, sans mention de droit de propriété intellectuelle autonome. J'ai lu la durée, 15 ans renouvelables. J'ai lu ce qu'il adviendrait des commandes futures, elles iraient à la société de gestion, dont Thibaut était le gérant unique. J'ai relu la désignation. Collaboratrice artisanale sous supervision paternelle. Ces 5 mots. Pour la femme qui était allée à Venise, à Kyoto, qui avait appris sous des maîtres dont Thibaut ne connaissait ni les noms ni les gestes. Pour la femme qui avait ses mains avec de l'encre violette sous l'ongle du pouce, et qui tenait le porte-lunettes de son grand-père comme un billet de retour dans sa propre existence. Collaboratrice artisanale sous supervision paternelle. J'ai refermé le dossier. Et c'est là que Marlène a ouvert la porte de l'atelier.
Ce n'était pas un geste calculé. Je crois qu'elle ne l'avait pas prévu exactement. Mais quelque chose dans ce qu'elle avait vu sur mon visage, en lisant les documents, ou dans le geste de ma main qui avait refermé le dossier, ou dans un signal que je lui avais envoyé sans le savoir, l'avait poussée à ouvrir cette porte. Derrière la porte de l'atelier, le rideau de lin ivoire qui séparait l'espace de travail de la zone de séchage. Et derrière ce rideau, posée sur l'étagère du bas, une boîte de papier marbré. Je l'ai reconnue immédiatement parce que j'avais vu Marlène fabriquer ces boîtes pendant des années. Du carton fort recouvert d'un papier à caillouter vert et or, avec des fermoirs de laiton sur les côtés. Elle les utilisait pour conserver ses papiers de référence, les feuilles qui servaient d'étalons chromatiques, les premières réussites d'une technique nouvelle. Marlène a pris la boîte, elle l'a posée sur la table de travail de l'atelier, et elle l'a ouverte devant moi. À l'intérieur, il y avait plusieurs choses que je vais vous décrire une par une parce qu'elles méritent chacune d'être vues séparément avant d'être comprises ensemble. Il y avait d'abord une feuille de garde de livres. Une belle feuille, de cette qualité de papier main que certains moulins du Limousin fabriquent encore, avec un filigrané discret et une surface légèrement veloutée. Elle avait été marbrée à la cuve selon une technique que Marlène avait développée elle-même, un motif qu'Anaïs avait baptisé les ailes de phalène parce que les volutes d'encre rappelaient les ailes d'un papillon de nuit. C'était la technique signature de leur collection. La feuille était parfaite, sauf une chose. Au bas à droite, là où le nom Anaïs Favier-Sora avait été inscrit à la plume fine comme c'était la coutume pour les pièces de collection, le nom avait été gratté, doucement, soigneusement. Avec le grattoir à papier plat, le type d'outil que seul quelqu'un qui connaît bien les papiers anciens sait utiliser sans abîmer le grain. On ne voyait presque rien. La surface était à peine légèrement plus pâle à cet endroit, mais le nom n'était plus là. À la place, à l'encre noire et dans une police neutre, il y avait 2 mots. Collection Favier. Marlène ne m'a pas expliqué. Elle n'avait pas besoin d'expliquer. Elle a juste posé la feuille devant moi et elle a attendu. J'ai regardé cette feuille pendant ce qui m'a semblé être très longtemps. Il y avait ensuite dans la boîte un carnet de encommanda. Un carnet de commande à couverture cartonnée noire, le type de carnet que les artisans tiennent depuis toujours pour enregistrer leurs clients, leurs demandes, leurs délais, les techniques spécifiques demandées. Le carnet d'Anaïs. Je l'avais vu dans ses mains des dizaines de fois. Ce carnet-là avait des pages arrachées, pas déchirées violemment, arrachées avec soin, au ras de la reliure, de façon à ce qu'il reste un minuscule liseret de papier blanc le long de la couture, comme une rangée de petites dents. Les premières pages du carnet manquaient, celles qui correspondaient, à l'évidence, aux premières commandes enregistrées par Anaïs, les premières preuves d'une clientèle qui lui appartenait. Et au fond de la boîte, sous une feuille de papier de soie blanc, il y avait une stylo-plume, une belle plume. Le type de stylo qu'on offre pour un anniversaire important ou une réussite professionnelle. Celui-là, je l'avais offert moi-même à Anaïs pour ses 25 ans. Un stylo à encre, avec un corps de résine sombre et une plume en or 18 carats que j'avais fait graver à son prénom chez un graveur de la vieille ville. Une plume qui avait coûté ce qu'elle coûtait parce qu'une signature mérite un outil à sa hauteur. La plume était fêlée, pas cassée en 2, fêlée. Une fine fissure qui courait de la pointe jusqu'à la ventilation centrale, ce type de fissure qui arrive quand on appuie trop fort sur le papier, quand la main est trop contractée, quand quelque chose dans la personne qui écrit résiste à ce qu'elle est en train d'écrire. Anaïs avait regardé la plume fêlée dans la main de sa mère, et j'ai compris que cette plume avait fêlé le jour où Marlène avait signé les premiers documents de cession. Pas à cause d'un geste violent, à cause d'une pression intérieure trop longtemps contenue qui avait cherché sa sortie dans la seule chose que Marlène tenait à ce moment-là. Thibaut était resté dans le couloir. Il avait regardé sa mère ouvrir la boîte. Il avait regardé Marlène sortir ses objets. Et il avait dit, avec la même voix calme, la même voix d'homme habitué à que les pièces l'écoutent. « Marlène, ce n'est pas le moment. » Et j'ai levé les yeux vers mon fils. Mon fils, que j'aimais depuis 57 ans. Mon fils que j'avais regardé grandir. Mon fils qui avait de la rigueur et de l'intelligence
et une façon de s'occuper des choses difficiles pour que les autres puissent se concentrer sur ce qu'ils font bien, qui est une belle qualité quand elle vient de la générosité et qui devient autre chose quand elle vient du besoin de contrôle. J'ai regardé mon fils. Et j'ai dit la phrase qui était là depuis que j'avais ouvert le dossier bleu marine, depuis que j'avais lu collaboratrice artisanale sous supervision paternelle, depuis que j'avais vu le nom d'Anaïs gratté sur la feuille de garde. Thibaut, transmettre un nom, n'a jamais voulu dire effacer la main qui écrit. Le silence qui a suivi cette phrase a eu la qualité du silence qui vient après qu'on a dit quelque chose qui ne peut plus être dit autrement et qui ne peut plus être repris. Thibaut n'a pas répondu immédiatement. Anaïs a pris le porte-lunettes de son grand-père et l'a serré dans ses deux mains. Et Marlène, dans son manteau beige, a pour la première fois depuis que j'étais arrivée dans cette maison, laissé ses épaules redescendre d'1 centimètre. Ce centimètre-là. Ce centimètre de relâchement dans les épaules d'une femme qui les portait trop haut depuis trop longtemps. C'est pour ce centimètre-là que j'étais arrivée sans prévenir un dimanche de mai avec mes rousquilles et les papiers oubliés de ma petite fille adulte. Et c'est pour ce centimètre-là que j'ai fait ce que j'ai fait ensuite. Il y a des moments dans une vie où on comprend qu'on a regardé quelque chose depuis trop longtemps sans vraiment le voir. Pas par mauvaise volonté, pas par indifférence, mais parce que l'amour a cette particularité dangereuse de nous faire interpréter les choses dans le sens qui nous arrange le mieux. Parce qu'on préfère voir dans un fils organisé un homme qui prend soin de sa famille, plutôt qu'un homme qui a besoin de tenir les rênes de tout ce qui l'entoure pour se sentir exister pleinement. Parce qu'on préfère voir dans une belle fille silencieuse une femme de caractère discret, plutôt qu'une femme qui a appris, à force d'essais et d'échecs, que sa voix ne trouvait plus d'écho dans les pièces où Thibaut parlait. J'avais fait cela pendant 28 ans. Debout dans l'atelier de Marlène, avec la boîte de papier marbrée ouverte devant moi et la feuille de garde dont le nom avait été gratté posée sur la table de travail, j'ai senti le poids de ces 28 ans se déposer sur mes épaules comme quelque chose de physique. Pas une douleur, une densité. Le poids de toutes les fois où j'avais choisi la paix de la famille sur la vérité d'une situation. Thibaut était encore dans le couloir. Il n'avait pas bougé après ma phrase. Il la considérait, j'en étais sûr, avec cette façon à lui de traiter les objections, non pas comme des attaques, mais comme des imprécisions qu'il allait corriger avec la patience d'un homme qui a raison et qui sait qu'il suffit d'expliquer suffisamment bien pour que l'autre comprenne. C'était peut-être la chose la plus difficile dans ce matin-là. Thibaut n'était pas cruel, il n'était pas violent, il était convaincu. Et un homme convaincu de sa propre générosité est bien plus difficile à atteindre qu'un homme qui sait qu'il fait mal. Il a dit, calmement, « Maman, je comprends que ça peut paraître froid, vu comme ça. Mais ce que ces documents font, c'est protéger le travail d'Anaïs sur le long terme. L'art sans structure commerciale, ça reste dans les cartons. Avec la collection Favier, on parle de salons à Paris, à Bruxelles, peut-être à Genève. On parle d'une présence institutionnelle que ni Marlène ni Anaïs, seuls, n'auraient jamais pu construire. Il avait dit seul avec une inflexion légère, presque imperceptible. Mais je l'avais entendu, seul. Ce mot qui signifiait, sans jamais le dire directement, que sans lui, elle n'irait nulle part. Que leur talent avait besoin de sa direction pour devenir quelque chose. Que la valeur de leur travail était conditionnée à son organisation. Anaïs avait entendu ce mot aussi. Elle n'avait pas réagi visiblement, mais ses mains autour du porte-lunettes de Raymond s'étaient légèrement contractées. J'ai regardé l'étagère de l'atelier. Sur cette étagère, Marlène avait classé ses papiers de référence dans des chemises de couleurs. Chaque couleur correspondait à une technique. Bleu pour les papiers à la colle de peau, vert pour les marbres à l'eau, rouge pour les techniques à l'ébreu venues de Turquie via un atelier d'Istanbul qu'elle avait visité en 1998. Ocre pour les papiers aux pigments naturels. Ce système de classement, je l'avais vu s'élaborer sur 22 ans. Marlène l'avait inventé seule avant que Thibaut commence à s'occuper de la partie administrative. Ce classement était le sien, la façon dont son esprit organisait la connaissance. Et sur les chemises, les étiquettes portaient la mention « Collection Favier ». Pas le nom de Marlène. Collection Favier.
Je ne sais pas si c'est Thibaut qui avait refait les étiquettes ou si Marlène les avait faites elle-même à un moment où elle croyait encore que ce nom était aussi le sien dans ce contexte-là. Mais elles étaient là, et elles disaient quelque chose que personne n'avait voulu regarder en face. J'ai pris la feuille de garde avec le nom gratté. Je l'ai tenue à la lumière de la fenêtre de l'atelier, cette lumière du nord qui entrait proprement, sans ombre ni réchauffement particulier, la lumière idéale pour travailler sur les papiers fins, parce qu'elle ne déforme pas les couleurs. Dans cette lumière-là, on voyait exactement où le nom avait été. La légère différence de surface, la pâleur microscopique de la zone grattée, comme une absence qui avait une forme précise. La forme du prénom d'Anaïs, j'ai dit. « Thibault, quand est-ce que tu as gratté ce nom ?» Silence. Je n'ai pas gratté son nom. J'ai ajusté la désignation commerciale de la pièce pour qu'elle corresponde au catalogue officiel. C'est une question de cohérence de la marque. Cohérence de la marque. Ces 3 mots dans la bouche de mon fils, dans cet atelier qui sentait l'encre et le papier ancien et le travail de 2 femmes sur 22 ans. Cohérence de la marque. J'ai reposé la feuille sur la table et je me suis souvenu d'une chose. Une chose que j'avais rangée il y a 2 ans dans la catégorie des anecdotes sans conséquence et qui remontait maintenant avec une clarté qui me faisait légèrement honte d'avoir été aussi peu attentive. Il y avait 2 ans, lors d'un salon du livre artisanal à Montpellier, j'avais accompagné Anaïs qui exposait pour la première fois sous son propre nom. Elle avait présenté une série de 7 reliures, chacune incorporant des papiers marbrés de Marlène avec ses propres créations de couture japonaise. La série s'appelait « Feuilles de passage ». Chaque pièce avait une étiquette signée de sa main, Anaïs Favier-Sora, suivie du millésime et du numéro de la pièce dans la série. Le soir du premier jour du salon, Thibault était arrivé. Il n'était pas annoncé. Il avait dit qu'il passait pour le soutien familial. Il avait regardé les pièces. Il avait parlé avec les visiteurs avec cette aisance naturelle qu'il avait dans les contextes professionnels. Et au stand, il avait légèrement repositionné les étiquettes sur 2 des pièces, les retournant de façon à ce que le nom d'Anaïs soit visible, mais que le logo « Collection Favier » qu'il avait placé sur un petit chevalet derrière les pièces soit ce qu'on voyait en premier. Anaïs avait remis les étiquettes dans leur position originale après son départ. Elle n'avait rien dit. Je n'avais rien dit non plus. Et c'est cela que je portais maintenant dans cet appartement. Ce silence de 2 ans. Ce repositionnement d'étiquettes que j'avais regardé sans le nommer pour ce qu'il était. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, j'ai besoin d'une pause. Parce que ce que je suis en train de vous raconter, c'est aussi l'histoire de ce que je n'ai pas vu. Et cette partie-là est difficile à dire à voix haute. Elle demande un peu de courage. Vous qui êtes encore là avec moi, vous qui avez traversé le salon et l'atelier et la boîte de papier marbrée jusqu'ici, je veux vous remercier du fond de mon vieux cœur catalan. Dites-moi dans les commentaires quelle heure il est chez vous maintenant. Est-ce que c'est le soir et vous êtes dans votre lit avec les écouteurs? Est-ce que c'est l'après-midi et il y a du soleil dehors? Est-ce que quelqu'un est assis à côté de vous? Et dites-moi aussi si vous connaissez cette chose que je décris, ce moment où on comprend qu'on aurait pu agir avant et qu'on ne l'a pas fait. Mettez-le dans les commentaires parce que je veux le savoir. Et partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez qui a peut-être besoin de l'entendre. Il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Et maintenant, laissez-moi continuer. Thibault a finalement dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. Il a dit « Maman, je t'aime. Et c'est précisément parce que j'aime ma femme et ma fille que j'ai construit cette structure. Tu ne vois pas ce que je vois depuis ici. Tu ne vois pas ce que ça représente comme travail, comme investissement, comme risque. » Sa voix était sincère. C'était là le nœud de tout. Il était sincère. Il croyait à ce qu'il disait. Il avait construit dans sa tête un récit où son contrôle était de l'amour, où sa direction était de la protection, où effacer le nom d'Anaïs sur une étiquette commerciale était un acte de cohérence et non un acte d'effacement. Et dans ce récit-là, toute résistance de Marlène ou d'Anaïs était de l'ingratitude ou de l'incompréhension ou de l'impulsivité artistique qui avait besoin d'être canalisée. Pendant 28 ans, j'avais choisi de vivre dans la version de ce récit que Thibault me présentait. Pas parce que j'étais stupide, parce que j'avais besoin de croire que mon fils était l'homme qu'il disait être.
Parce que reconnaître qu'il était quelque chose de plus compliqué, de plus opaque, de moins généreux dans le fond, c'était aussi reconnaître quelque chose sur ma façon de l'avoir élevé, sur ce que j'avais peut-être transmis sans le savoir, ou omis de transmettre, ou insuffisamment transmis. Un enfant construit à partir de ce qu'on lui donne et de ce qu'on omet de lui donner. J'avais été professeur pendant 37 ans. J'avais enseigné à des centaines d'enfants la façon dont les lettres se forment, dont la main apprend à respecter l'espace autour de chaque signe, dont l'écriture devient une façon d'occuper le monde sans empiéter sur l'espace de l'autre. Et j'avais peut-être omis d'enseigner cela à mon propre fils avec la même précision que je l'enseignais à mes élèves. Cette pensée m'a traversé debout dans l'atelier de Marlène, et je l'ai laissée passer parce que ce n'était pas le moment de me l'infliger pleinement. Il y aurait du temps pour cela plus tard, dans mon appartement de la rue de l'Ange, la nuit, avec le café qui refroidit et les livres qui regardent depuis les étagères. Pour l'instant, il y avait une passage de Trême dans le porte-lunettes de Raymond. Et il y avait un train qui partait pour Collioure à 14h02. Anaïs s'est levée de la chaise de l'atelier où elle s'était assise pendant que Thibaut et moi parlions. Elle s'est levée avec cette façon qu'elle avait de se déplier, lentement et entièrement, comme quelqu'un qui a décidé d'occuper l'espace auquel il a droit. Elle a dit « Papa, j'ai besoin que tu m'écoutes ». Thibaut a regardé sa fille. Et dans ce regard, j'ai vu quelque chose qui m'a presque fendu le cœur malgré tout, parce qu'il n'y avait pas de malveillance dans ce regard. Il y avait de l'amour. Un amour réel, vrai, mais habillé d'une façon que l'amour ne devrait pas être habillé. Un amour qui n'avait pas appris à distinguer entre aimer quelqu'un et tenir quelqu'un. Anaïs a parlé. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas pleuré. Elle a parlé avec cette précision d'orfèvre que j'ai déjà évoquée, celle qui choisit chaque mot pour sa justesse et non pour son effet. Elle a dit « Ce que tu as préparé avec Maître Valette, je ne peux pas le signer aujourd'hui. Pas parce que je veux te blesser, pas parce que je ne reconnais pas ce que tu as construit, mais parce que ce que ces documents disent de moi n'est pas ce que je suis. Et parce que j'ai une résidence à Collioure qui commence cette semaine et que j'ai l'intention d'y aller. » Thibaut a dit « Anaïs, la résidence peut attendre. » Elle a dit « Non. » Ce nom, petit, propre, sans tremblement. Le nom d'une femme adulte qui sait exactement ce qu'elle dit et à qui elle le dit. Thibaut a regardé Marlène. Puis il m'a regardé, moi. Et j'ai compris qu'il cherchait dans nos visages une alliance, un signal que nous allions raisonner Anaïs ensemble, que nous allions lui expliquer que ce n'était pas si grave, que les documents pouvaient être revus, que la résidence aurait lieu après, que la famille passait avant, que l'occasion ne se représenterait pas, que Maître Valette. Il n'a pas trouvé cette alliance dans mon visage. J'ai pris ma veste sur le dossier de la chaise où je l'avais posée en entrant dans l'atelier. J'ai dit « Je vais accompagner Anaïs à la gare ». Le silence qui a suivi a eu une texture différente du précédent. Pas le silence après une phrase qui ne peut plus être reprise. Le silence d'un homme qui comprend que quelque chose vient de se déplacer dans l'équilibre de sa famille et qu'il ne peut pas le déplacer en retour par la simple force de ses arguments. Marlène a dit, toujours depuis le couloir, toujours dans son manteau beige, « Je vais récupérer les documents originaux dans le tiroir du bureau et les envoyer à Maître Cernin. » Thibaut t'a dit, « Marlène. » Elle n'a pas répondu. Elle a traversé le couloir vers le bureau avec cette même démarche tranquille et décidé qu'elle avait, je comprenais maintenant, préparé depuis bien plus longtemps que ce matin. Je suis sortie de l'atelier avec Anaïs. Dans l'entrée, j'ai pris ma boîte de rousquilles sur le buffet et les papiers marbrés qu'Anaïs avait oubliés chez moi et que j'avais apportés pour les lui rendre. Je les ai mis dans les mains d'Anaïs. Elle a regardé les feuilles. Ces marbrures bleues et or avec les motifs en volute qui ressemblaient à des ailes de phalène. Ces feuilles, faites par sa mère, faites pour ses reliures, portant en elles 22 ans d'un savoir transmis d'une femme à une autre dans un atelier qui sentait les pigments et le papier ancien. Elle a souri pour la première fois ce matin. Un petit sourire, pas de joie exactement, de reconnaissance. « On y va, bonne maman », elle a dit. Et on est sorti. L'air de mai dans les rues de Perpignan avait ce mélange particulier du vent qui descend encore légèrement des Pyrénées
et de la chaleur qui commence à s'installer sur les pierres. Les fachadas ocre prenaient maintenant la lumière du milieu de matinée. Cette lumière plus dorée qui arrive quand le soleil a suffisamment monté pour ne plus être blanc, mais pas encore assez pour brûler. Quelques passants dans la rue. La cloche lointaine d'une église que je n'arrivais pas à identifier depuis cette rue. Des voix d'enfants dans un appartement du 2e étage qu'on apercevait avec une fenêtre ouverte et un géranium rouge sur l'appui. Anaïs marchait à mon rythme, légèrement en retrait d'un demi-pas, cette façon qu'elle avait depuis l'enfance de se régler sur la vitesse des autres sans qu'on le lui ait jamais demandé. Elle tenait les papiers marbrés contre sa poitrine et le porte-lunettes de Raymond dans sa poche. Nous n'avons pas beaucoup parlé dans la rue. Il y a des moments où les mots ne font que remplir le silence sans vraiment dire plus que le silence lui-même. Ce matin-là, le silence entre Anaïs et moi était plein. Plein de ce que nous venions de traverser. Plein de ce qui n'avait pas été dit depuis trop longtemps. Plein aussi d'une certaine légèreté inattendue, ce type de légèreté qui arrive quand on a finalement dit ou fait la chose qu'on avait différée et qu'on réalise que le monde ne s'est pas effondré. En passant devant la place de la loge, Anaïs a dit quelque chose. Elle a dit « Tu savais que je voulais partir. Ce n'était pas une question. » J'ai dit « Je le sais depuis que tu m'as montré le billet dans le porte-lunettes de ton grand-père. » Elle a dit « Grand-père aurait dit qu'on ne reporte pas les trains qu'on a réservés. » Raymond aurait dit exactement cela. Il avait une façon de formuler les choses simples avec une brièveté qui les rendait indiscutables. Un des dons que certaines personnes ont et qu'on ne remarque vraiment que lorsqu'elles ne sont plus là. J'ai serré le bras d'Anaïs contre le mien. Pas longtemps. Le temps d'un pas. Elle a dit « Je suis désolée pour maman. » J'ai dit « Ta mère sait ce qu'elle fait. » Elle a dit « Je sais. » Mais elle a attendu longtemps avant de le faire. Cette phrase m'a accompagnée jusqu'à la gare. Ta mère a attendu longtemps avant de le faire. Et j'ai pensé à toutes les choses que les femmes attendent avant de faire. Les raisons qu'elles donnent à cette attente, les enfants, la stabilité, l'argent, le regard des autres, le doute de soi, l'amour pour celui qui leur demande implicitement d'attendre encore. Et je me suis demandé à quel moment, dans ma propre vie, j'avais attendu des choses que j'aurais pu faire plus tôt. Cette question-là n'avait pas de réponse simple ce matin dans les rues de Perpignan, mais elle méritait d'être posée. Nous avons traversé le boulevard du Conflent. L'avenue Général de Gaulle s'ouvrait devant nous, large et directe, avec la gare au fond, ce bâtiment jaune et ocre qui est une des choses que j'aime à Perpignan sans raison particulière, autre que l'habitude d'une vie entière à le voir, de loin et de près, à toutes les heures et dans toutes les saisons. La gare de Perpignan. Salvador Dali avait dit un jour que la gare de Perpignan était le centre du monde. Je n'avais jamais tout à fait compris ce qu'il voulait dire par là. Ce matin-là, j'ai peut-être eu un aperçu de quelque chose dans cette direction. Il y a des endroits qui servent de pivot, des endroits où les départs et les arrivées s'accumulent depuis des générations, au point que les murs eux-mêmes semblent avoir enregistré quelque chose de toutes ces allées et venues. Des endroits où les décisions prennent la forme d'un ticket et d'un quai. Anaïs avait son billet pour le train de 14h02. Il était maintenant environ 11h40. Il nous restait du temps. Avant de vous raconter ce qui s'est passé dans cette gare, dans ce temps qui nous restait, je veux vous remercier encore une fois d'être là. Vous savez, quand on raconte une histoire comme celle-là, une histoire qui appartient à une vraie vie et qui a eu de vraies conséquences, on ne sait jamais vraiment si ce qu'on dit touche quelqu'un ou si les mots tombent dans le vide. Alors laissez-moi une petite lumière dans les commentaires. Dites-moi d'où vous êtes. Dites-moi si vous avez une Anaïs dans votre vie, quelqu'un de talentueux qui attendait une permission pour partir vers ce qu'il sait faire vraiment. Ou si vous avez été vous-même cette personne-là. Écrivez-le. Et si cette histoire vous touche, appuyez sur le j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a une histoire nouvelle ici chaque jour. Maintenant, revenons à la gare. Dans le hall de la gare de Perpignan, on avait trouvé 2 chaises métalliques contre le mur du fond, à l'écart du mouvement principal des voyageurs. Anaïs avait posé ses papiers marbrés dans son sac. Elle tenait une tasse de café achetée au distributeur, le type de café qu'on n'achète que dans les gares, parce qu'ailleurs on saurait trouver mieux, mais que dans une gare, il a le goût exact de ce dont on a besoin, fort, chaud,
sans sophistication. J'avais le même café dans les mains. Nous étions assises côte à côte et regardions les voyageurs passer. Anaïs a dit quelque chose que je vais vous répéter exactement parce que je ne veux pas le déformer en le reformulant. Elle a dit « Bonne maman, est-ce que tu penses qu'il y a un moment précis où une famille décide de protéger sa version d'elle-même plutôt que les personnes qui la composent ?» J'ai réfléchi à cette question pendant quelques secondes. J'ai dit « Je pense que ça ne se décide pas. Je pense que ça glisse, progressivement. Et personne ne remarque le glissement parce que chaque pas est si petit qu'il semble anodin. » Elle a dit « Le non gratté, c'est un petit pas. » J'ai dit « Oui. » Elle a dit « Mais ce n'est pas le premier. » J'ai dit « Non. » Elle a bu son café. Et puis elle m'a dit quelque chose que j'aurais voulu entendre bien avant ce matin, pas parce que la vérité était douce, mais parce que la tenir secrète n'avait protégé personne. Elle m'a dit que depuis 2 ans, chaque fois qu'une commande arrivait via le site de la collection Favier, la facture était établie au nom de la société de Thibault, que les clients qui demandaient spécifiquement une pièce d'Anaïs étaient redirigés vers la gamme artisanale de la collection sans mention de son nom, que lors d'un entretien avec un journaliste d'une revue spécialisée en art du livre à Paris, Thibault avait parlé pendant 40 minutes de la collection Favier en mentionnant Anaïs une seule fois comme sa collaboratrice principale, et que l'article paru avait repris cette désignation en titre de la section qui lui était consacrée. Elle avait découpé cet article. Elle me l'avait montré, plié dans sa poche. La revue Ars du livre et du papier, numéro de janvier de l'année dernière. 2 pages sur la collection Favier. Une photo de Thibault en couverture de la section, les bras croisés dans l'atelier de Marlène. Une photo plus petite d'Anaïs en train de travailler, sans légende nominative, juste la mention photo de travail, atelier Favier. J'avais vu cet article. Je l'avais vu dans mon appartement. Thibault me l'avait apporté fièrement. Il était content de la couverture médiatique. J'avais dit « c'est bien, beau travail ». Et je l'avais posé sur ma table sans regarder les détails des légendes, la photo de ma petite fille sans son nom. J'aurais dû voir cela. J'ai plié l'article et je l'ai rendu à Anaïs avec soin, comme on rend un objet qui appartient à quelqu'un et qui dit quelque chose d'important sur qui cette personne est et comment elle est traitée. Elle l'a remis dans sa poche. Et elle a dit « L'atelier des reliures marines à Collioure m'a accepté sur dossier. Mon dossier à moi. Avec mes pièces photographiées, ma biographie professionnelle, mes recherches sur les papiers anciens. Le directeur de l'atelier s'appelle Monsieur Ferréol-Mas. Il a 64 ans. Il a travaillé pendant 20 ans à la Bibliothèque nationale de France avant de s'installer à Collioure pour créer cet atelier de résidence. Il m'a répondu en 8 jours. Il a dit que mes pièces avaient une voix propre et qu'il était rare de voir quelqu'un combiner la recherche papetière avec la reliure artistique à ce niveau. Une voix propre. Ce sont les mots qu'un professionnel de 64 ans, avec 20 ans de Bibliothèque nationale, avait utilisés pour décrire le travail d'Anaïs. Une voix propre. Et cette voix propre allait signer aujourd'hui, dans le cabinet de maître Bresson et Valette de la rue Mailly, les documents qui la désigneraient comme collaboratrice artisanale sous supervision paternelle. J'ai bu ce qui restait de mon café de distributeur. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai sorti mon téléphone. Ce vieux téléphone, que mes enfants se moquent gentiment de me voir utiliser parce que je tape avec 2 doigts et que j'agrandis toutes les polices au maximum. J'ai trouvé le numéro que j'avais cherché le soir même où Thibault m'avait évoqué pour la première fois sa structure commerciale, il y a environ 1 an, et que j'avais gardé dans mes contacts sans jamais m'en servir parce que je m'étais dit que ce n'était peut-être pas ma place d'intervenir. Ce numéro-là, Maître Clotilde Cernin, spécialiste en droit d'auteur artisanaux. Rue Grande des Fabriques, numéro 22, Perpignan. Je connaissais Clotilde Cernin depuis 20 ans. Pas comme cliente. Comme voisine de marché, elle achetait ses légumes au même étalage que moi le samedi matin à la place Cassagnier. Et nous avions eu au fil du temps ces conversations de marché qui ne sont pas des amitiés, mais qui ne sont pas non plus simplement de la politesse. Elle m'avait dit un jour, en choisissant des tomates, qu'elle avait consacré sa carrière à défendre les artisans qui signent des accords sans comprendre ce qu'ils cèdent.
Elle avait dit cette phrase en regardant ses tomates et non pas vers moi, ce qui m'avait donné l'impression qu'elle pensait à voix haute plutôt qu'elle me disait quelque chose, et j'avais répondu quelque chose de banal. Mais j'avais retenu le numéro. J'avais retenu le numéro et voilà ce que j'en faisais maintenant, dans la gare de Perpignan, assise sur une chaise métallique avec mon café vide et ma petite fille qui attendait son train pour Collioure. J'ai composé le numéro. Clotilde Cernin a répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix avait cette clarté particulière des gens qui répondent au téléphone un dimanche et qui ne sont pas surpris d'être dérangés parce qu'ils savent que les choses urgentes ne consultent pas les calendriers. Je lui ai dit mon nom. Je lui ai rappelé le marché, les tomates. Elle m'a dit qu'elle se souvenait très bien, et je lui ai expliqué la situation en moins de 5 minutes, avec la précision qu'on acquiert quand on a 81 ans et qu'on sait que les longues introductions font perdre du temps à tout le monde. Elle a écouté sans interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit « Les documents ont été signés par la mère ». J'ai dit « Seulement la mère ». La petite fille n'a pas encore signé. Elle a dit « Alors nous avons quelque chose à faire. Pouvez-vous me demander à votre belle-fille de ne rien envoyer avant que j'aie regardé ce qu'elle a en sa possession? Et pouvez-vous vous assurer que votre petite fille ne signe rien avant d'avoir parlé avec moi ?» J'ai dit « La petite fille prend le train pour Collioure dans 2 heures. » Il y a eu un silence d'1 seconde. Elle a dit « Bien, c'est exactement ce qu'elle doit faire. » Cette réponse-là. 3 mots. C'est exactement ce qu'elle doit faire. J'ai raccroché. J'ai regardé Anaïs. Elle m'avait écouté passer cet appel téléphonique sans rien dire, sans poser de questions, avec cette patience qui était une de ses caractéristiques les plus profondes et qui lui venait selon moi de des heures passées à attendre que les encres sèchent, que les papiers se stabilisent, que les matières prennent le temps qui leur est nécessaire avant de révéler leur résultat définitif. « Tu connais, maître Cernin, elle a dit. » J'ai dit. « On achète nos tomates au même étalage depuis 20 ans. » Anaïs a eu ce petit sourire à nouveau, celui qui n'était pas de la joie mais de la reconnaissance. Et j'ai pensé à Raymond, qui aurait dit quelque chose de bref et de juste sur cette situation. Quelque chose comme les vieilles amitiés de marché valent parfois mieux que les grands réseaux professionnels. Et il aurait eu raison. Il avait presque toujours raison sur les choses simples. Le téléphone de ma poche a vibré. Un message de Marlène. Elle écrivait. « Les documents originaux sont dans le tiroir de droite. J'en ai pris photo avant de les remettre. Je les envoie à qui vous voulez. Thibaut est dans son bureau. Il ne sait pas encore ce que je fais. » Et puis un deuxième message. Elle écrivait. « Merci d'être arrivé sans prévenir ce matin. J'ai refermé le téléphone. J'avais les yeux légèrement humides. Pas par faiblesse. Par quelque chose de plus difficile à nommer que la faiblesse. Le type d'émotion qui arrive quand on comprend qu'une chose longtemps différée est finalement en train de se faire et que c'est à la fois un soulagement et un deuil, parce que rien n'est jamais seulement l'un ou seulement l'autre. Je pleurais un peu ma version de Thibaut, celle que j'avais préféré voir pendant 28 ans. Anaïs a posé sa main sur la mienne, sa main avec l'encre violette sous l'ongle du pouce gauche. Et nous sommes restées assises ainsi, un moment, 2 femmes d'une même famille à des décennies de distance, dans la gare de Perpignan que Salvador Dali avait appelé le centre du monde, en attendant qu'il soit l'heure de prendre le train. Collioure est à 20 minutes de Perpignan par le train. 20 minutes de côte méditerranéenne, de calanques rousses, de pins penchés sur la mer, de villages qui s'accrochent aux falaises comme s'ils avaient décidé il y a des siècles de ne jamais descendre plus bas, même si la mer montait. C'est une distance si courte sur la carte qu'on pourrait se demander pourquoi ce trajet compte. Mais certaines distances ne se mesurent pas en kilomètres. Elles se mesurent en ce qu'on laisse derrière soi et en ce qu'on retrouve à l'arrivée. Je n'avais pas pris le train avec Anaïs. Ce n'était pas ma place de le faire. Collioure était son trajet, sa résidence, sa décision. Ce que j'avais à faire s'était terminé au moment où elle avait passé le portillon avec sa valise de tissu gris et ses papiers marbrés dans son sac et le porte-lunettes de Raymond dans la poche de sa blouse de lin. Elle s'était retournée une fois depuis le portillon et elle m'avait regardé d'une façon que je n'oublierai pas. Pas un regard de gratitude exactement, un regard de confirmation. Le regard de quelqu'un qui vérifie que la personne à qui elle confie quelque chose de difficile est bien celle qu'elle croit qu'elle est.
Je lui avais fait signe de la main. Elle avait disparu sur le quai. Je suis restée dans le hall de la gare quelques minutes après son départ, assise sur la même chaise métallique, avec ma tasse de café vide que je tenais encore, parce qu'on tient parfois les objets vides quand les mains cherchent quelque chose à occuper. La gare avait ses bruits habituels. Les annonces du haut-parleur avec cette voix féminine impersonnelle qui dit les noms des villes avec une neutralité absolue, Narbonne, Béziers, Montpellier, Barcelone, comme si tous les endroits du monde avaient exactement le même poids. Les roues des valises sur le carrelage, une conversation téléphonique d'un homme d'affaires avec une serviette noire qui parlait fort de quelque chose qui lui semblait très urgent et qui ne l'était probablement pas vraiment. Un enfant qui courait entre les jambes des adultes et que personne n'attrapait encore. J'ai pensé à Thibault dans son bureau de la rue de la Révolution française. Je ne savais pas exactement ce qu'il faisait en ce moment. Je savais ce qu'il ne savait pas encore. Qu'Anaïs était dans le train pour Collioure, que Marlène avait photographié les documents originaux et était en contact avec une avocate spécialisée. Que moi, sa mère, j'étais assise dans la gare de Perpignan à tenir une tasse de café de distributeur vide et à penser à lui avec la complexité que seule une mère peut avoir pour un enfant qui lui a fait mal. Parce que c'était vrai. Il m'avait fait mal. Pas directement. Thibault ne m'avait rien fait à moi ce matin. Ce qu'il avait fait, il l'avait fait à Marlène sur 28 ans et à Anaïs sur 2 ans et je n'avais pas voulu le voir. Et cette non-vision avait un nom. Ce n'était pas de la naïveté, c'était une forme de complicité passive que je n'avais pas le confort de nier plus longtemps. Un enfant apprend que ses actions ont des conséquences quand les personnes qui l'aiment ne l'en protègent pas. J'avais protégé Thibault de ses propres conséquences. Pendant des années, chaque fois que Marlène avait semblé tendue après un dîner de famille, j'avais attribué cela à sa nature particulière. Chaque fois qu'Anaïs avait esquivé une conversation sur son travail en présence de son père, j'avais pensé à la réserve des artisans vis-à-vis de leur processus créatif. Chaque fois que Thibault avait parlé de la collection Favier en utilisant ce nous qui ne différenciait personne dans la famille, j'avais trouvé cela touchant, ce nous de la famille unie. Le nous qui gomme. C'est ainsi que ça fonctionne. Pas avec de la violence, avec du nous. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dans les jours et les semaines qui ont suivi ce dimanche de mai, j'ai besoin de m'arrêter un instant avec vous. Parce que vous êtes là depuis le début de cette histoire et que je veux vous dire quelque chose directement. Ceux qui sont encore avec moi jusqu'ici, vous qui avez traversé le salon, l'atelier, la boîte de papier marbrée, la feuille de garde grattée, la gare et maintenant ces pensées que j'ai eues seules sur cette chaise, vous avez donné quelque chose à cette vieille femme. Le cadeau d'être écoutée. Alors faites-moi savoir que vous êtes là. Dites-moi dans les commentaires une seule chose. Le mot qui vous a le plus touché depuis le début de cette histoire. Juste un mot dans les commentaires. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse quelque chose de similaire, qui essaie de protéger son nom ou son travail ou sa voix dans une situation familiale compliquée, partagez cette histoire avec cette personne. Et abonnez-vous si vous voulez savoir comment tout cela s'est terminé, parce que ce n'est pas encore fini. Il y a une histoire nouvelle ici chaque jour. Revenons maintenant à la suite. Je suis rentrée chez moi à pied. C'est une décision inhabituelle pour une femme de mon âge sur un trajet de cette longueur depuis la gare jusqu'à la rue de l'Ange. Mais ce matin-là, j'en avais besoin. J'avais besoin de sentir le pavé sous mes chaussures. J'avais besoin du vent léger des Pyrénées sur mon visage. J'avais besoin de passer devant les façades ocre et les persiennes et les cafés de la place de la Loge et les rues étroites du centre, avec leurs boutiques fermées le dimanche et leurs odeurs de pierre ancienne et de poussière de mai. J'avais besoin du temps que les pas donnent à la pensée. Quand je suis arrivée dans mon appartement de la rue de l'Ange, il était 13h40. Mon appartement sentait le café et le vieux bois et les livres, comme toujours. Les étagères de Raymond avec leurs centaines de volumes reliés ou restaurés. La cafetière italienne sur le fourneau. La table à manger avec mes outils de travail sur le côté gauche, les plioirs, les aiguilles à coudre, les pois plats, les godets de colle de peau. Ma vie rangée dans cette pièce avec la précision heureuse de quelqu'un qui sait exactement où se trouve chaque chose et pourquoi. J'ai préparé un nouveau café. Et j'ai attendu. À 14h22, mon téléphone a sonné. C'était Marlène. Sa voix était calme, très calme,
de ce calme qui arrive après qu'on a fait quelque chose de difficile et irréversible, et qu'on sait qu'il n'y a plus à hésiter sur ce qu'on a fait. Elle m'a dit « J'ai parlé avec Maître Cernin. Elle a regardé les photos des documents. Elle dit que la cession que j'ai signée peut être contestée sur plusieurs points. Que ma signature a été obtenue dans des conditions qui méritent examen. Que pour ce qui concerne Anaïs, il n'y a aucun document signé et donc aucun engagement valable. » J'ai dit « Et Thibault ?» Silence d'une seconde. Elle a dit « Il est dans son bureau. Il a téléphoné à l'étude de Maître Valette pour reporter la réunion. Il a dit que des circonstances familiales imprévues l'en empêchaient. » Circonstances familiales imprévues. J'avais presque eu l'envie de sourire à cette formulation. Mon fils avait toujours eu le génie des formulations qui disent les faits sans rien révéler de ce qu'ils contiennent. Marlène a dit quelque chose d'autre, plus doucement. Elle a dit « Madeleine, je voulais vous dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. Je n'ai jamais cru que vous ne me voyiez pas. J'ai cru que vous choisissiez de ne pas regarder. Et je comprends maintenant que ce n'était pas exactement la même chose. Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que cette distinction-là, entre ne pas voir et choisir de ne pas regarder, méritait d'être reçue avec toute son exactitude. Marlène avait raison. Je n'étais pas aveugle. J'avais choisi un angle de vision qui m'épargnait ce que je ne voulais pas voir. Et ces deux choses ne se ressemblent pas, même si elles produisent parfois le même résultat. J'ai dit « Tu as raison, Marlène. » Et je suis désolée. Elle a dit « Vous n'avez pas à l'être pour moi. Vous êtes venu un dimanche matin et vous avez dit oui avant de savoir pourquoi. C'était suffisant. » Nous avons raccroché. J'ai pris ma tasse de café et je suis allée m'asseoir dans le fauteuil de Raymond, le vieux fauteuil en velours bordeaux usé aux accoudoirs que j'avais retapissé 2 fois et que je ne retapissais plus parce que l'usure elle-même faisait maintenant partie de ce qu'il était. J'ai pensé à la boîte de papier marbrée dans l'atelier de Marlène. J'ai pensé à la feuille de garde avec le nom gratté. Et j'ai pensé à quelque chose qui ne m'avait pas frappé dans l'urgence du matin, mais qui me frappait maintenant dans le silence de mon appartement. Gratter un nom sur du papier est un acte qui demande du temps et de la précision. On ne gratte pas un nom en passant, comme on rayerait quelque chose d'un trait. On utilise le grattoir à papier plat. On travaille par micro-couches, on surveille la surface pour ne pas la percer, on s'arrête, on regarde, on reprend. C'est le travail d'1 heure au moins, peut-être plus, selon la qualité du papier et l'encre utilisée. Thibault avait passé du temps à effacer le nom d'Anaïs, pas d'un geste de colère. Avec la patience et la technique d'un homme qui sait ce qu'il fait et qui le fait soigneusement. Cette image-là m'a traversée comme quelque chose de physique. Mon fils. Assis à la table de travail de l'atelier de sa femme, sous la lumière du nord, avec le grattoir plat dans la main droite et la feuille de garde d'Anaïs devant lui. Travaillant méthodiquement sur le prénom de sa fille, avec l'application d'un artisan qui connaît les matières. Il avait appris cela quelque part. Peut-être de moi, peut-être de Marlène, peut-être d'Anaïs elle-même, qui lui avait montré la technique un dimanche dans l'atelier en pensant lui transmettre un savoir, et qui lui avait en réalité donné les outils d'une réduction. Je me suis levée du fauteuil de Raymond, je suis allée à mon bureau de travail. J'ai sorti une feuille de papier de mon tiroir. Une belle feuille, choisie pour sa qualité, du papier à la cuve, fait à la main dans un moulin du Périgord que je commandais chaque année depuis 20 ans. J'ai pris ma plume calligraphique à laquelle j'avais changé la pointe l'hiver dernier parce que l'ancienne montrait des signes de fatigue. Et j'ai écrit. J'ai écrit le nom complet d'Anaïs. Anaïs Favier-Sora, en lettres de calligraphe, propre et ancrée, avec la pression juste, le rythme particulier de l'italique que j'enseignais depuis des décennies. Un nom qui occupait tout l'espace horizontal de la feuille, du bord gauche au bord droit, avec la majesté tranquille d'une chose qui a sa place et qui le sait. J'ai posé ma plume et j'ai regardé ce nom. Dans mon appartement de la rue de l'Ange, avec les étagères de Raymond autour de moi, et le café qui refroidissait, et le soleil de mai qui entrait maintenant par la fenêtre, avec cette chaleur douce qu'il n'a que les jours où le vent des Pyrénées a complètement cessé. J'ai regardé le nom de ma petite fille écrit de ma main sur une belle feuille de papier.
et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai pleuré, vraiment. Pas les yeux légèrement humides de la gare. Pleurer. Avec la gorge serrée et les épaules qui se courbent légèrement, et ce bruit dans la poitrine qu'on fait quand on pleure vraiment, après avoir retenu quelque chose depuis trop longtemps. J'ai pleuré sur le nom d'Anaïs que j'avais écrit. J'ai pleuré sur Marlène et ses 28 ans de manteau beige sur les épaules dans sa propre maison. J'ai pleuré sur Thibaut et sur l'amour vrai que je lui portais, et portais toujours même maintenant, et qui ne changeait pas la réalité de ce qu'il avait fait, mais qui ne disparaissait pas non plus, parce que l'amour d'une mère n'a pas d'interrupteur. Et j'ai pleuré sur la vieille femme que j'étais, assise dans le fauteuil usé de son mari mort depuis 11 ans, qui avait mis trop de temps à arriver, sans prévenir un dimanche matin, avec des rousquilles et des papiers de marbrure. Les larmes ont duré ce qu'elles avaient à durer. Ensuite, je me suis mouchée, j'ai bu mon café froid, et j'ai posé la feuille avec le nom d'Anaïs à plat sur ma table, lestée aux 4 coins par ces mêmes petits cailloux lisses qu'Anaïs utilisait enfant pour lester ses feuilles en séchage, pour qu'elles sèchent bien, pour qu'elles restent propres et entières, pour qu'elles soient là à son retour de Collioure. Les 3 semaines qui ont suivi ont eu la texture particulière des périodes de transition. Ni calme, ni dramatique. Mouvementées, mais sans explosion. Des conversations téléphoniques, des courriers envoyés et reçus, Maître Cernin qui travaillait avec Marlène sur les documents. Anaïs qui envoyait des photos depuis l'atelier des reliures Marines, des photos de l'atelier, de la mer depuis les fenêtres, de ses pièces en cours de réalisation, des photos qui avaient dans leur lumière quelque chose d'ouvert que je n'avais pas vu dans son travail depuis longtemps. Une photo en particulier. Elle l'avait envoyée le 5e jour de sa résidence avec un seul message en dessous. Regarde ce qu'il y a écrit sur la porte de mon atelier ici. Sur la photo, une porte en bois ancien avec une petite plaque de métal fixée à hauteur des yeux. Sur la plaque, en lettres gravées, son nom. Anaïs Favier-Sora. Résidente, atelier des reliures Marines Collioure, son nom entier. Gravé dans le métal. Personne ne l'avait gratté. J'ai regardé cette photo très longtemps sur le petit écran de mon vieux téléphone. Et j'ai pensé que les noms ont une façon de revenir à leur juste place quand on leur en donne l'espace. Thibaut n'avait pas appelé pendant les premiers jours. Il avait appelé le 4e jour, un mercredi soir. Sa voix avait perdu quelque chose. Pas son intelligence, pas sa clarté d'expression. Mais cette certitude tranquille qui l'accompagnait toujours, cette façon qu'il avait de parler comme si les choses qu'il disait étaient des faits établis plutôt que des interprétations. Sa voix du mercredi soir était plus petite que sa voix habituelle. Il avait dit « Maman ». J'avais dit « Thibaut ». Il y avait eu un long silence. Il avait dit « Je n'ai pas voulu faire de mal ». J'avais dit « Je sais ». Il avait dit « Alors pourquoi ?» J'avais dit « Parce que ne pas vouloir faire de mal ne suffit pas si on ne regarde pas ce qu'on fait ». Nouveau silence. Il avait dit « Marlène va chez sa sœur à Montpellier ». Je n'avais pas répondu. C'était une information qu'il me donnait, pas une question à laquelle répondre. Il avait dit « Est-ce que tu penses qu'elle va revenir ?» J'avais dit « Je pense qu'elle le sait mieux que moi ». Sa respiration dans le téléphone. Ce souffle particulier de mon fils, que je connaissais depuis le premier jour de sa vie, depuis le premier souffle dans la salle d'accouchement de la maternité de Perpignan par un après-midi de décembre froid. Il avait dit « Je pensais vraiment que c'était la bonne chose à faire, pour tout le monde. » J'avais dit « Je sais que tu le pensais, Thibaut. C'est peut-être la chose la plus difficile de tout ça. » Et c'était vrai. Si Thibaut avait su qu'il faisait du mal, il aurait été plus simple à comprendre. Mais il ne le savait pas. Il avait construit sa vision de la famille comme il construisait ses dossiers patrimoniaux, avec rigueur, méthode, un sens de l'organisation qui confondait la protection avec le contrôle. Et quelque part dans cette construction, il n'avait jamais appris à distinguer entre protéger quelqu'un et décider à sa place. Peut-être parce que personne ne le lui avait appris. Peut-être parce que je ne le lui avais pas appris assez tôt. Cette pensée-là, je la gardais pour les nuits sans sommeil. Elle n'avait pas besoin d'être dite à voix haute pour exister. Nous avions raccroché sans résolution. Il n'y avait pas de résolution à offrir ce soir-là. Les résolutions appartiennent aux personnes qui font le travail de les atteindre. Ce que j'avais pu faire avait été fait.
Ce que Thibaut devait faire, lui seul pouvait le faire ou ne pas le faire. Ce que Marlène avait à décider, c'était son territoire, pas le mien. Et Anaïs était à Collioure avec son nom sur la porte de son atelier. Quelques jours après cet appel téléphonique, Maître Cernin avait contacté Thibaut. Je ne connaissais pas les détails de cette conversation. Ce n'était pas mon affaire de les connaître. Ce que j'avais su par Marlène, c'est que Thibaut avait écouté, qu'il avait posé des questions, qu'il n'avait pas essayé, cette fois-là, d'expliquer ou de corriger ou de remettre les choses dans sa version des faits. Qu'il avait dit, à la fin de l'entretien, qu'il avait besoin de réfléchir. Réfléchir. Ce mot dans la bouche de mon fils avait un poids différent de ce qu'il aurait eu 2 semaines plus tôt. 2 semaines plus tôt, réfléchir aurait voulu dire revoir les arguments pour les affiner. Ce soir-là, j'espérais que ce mot voulait dire autre chose. Ce mot qui commence à se dire quand on arrête de chercher à avoir raison et qu'on commence à se demander ce qu'on a vraiment fait. Et les papiers de Marlène. Maître Cernin avait trouvé plusieurs éléments dans les documents que Marlène lui avait transmis. La signature de Marlène avait été obtenue sur un document dont elle affirmait ne pas avoir reçu une lecture complète avant la signature, certaines clauses n'étant pas apparues lors des discussions préparatoires avec Thibaut, mais seulement dans la version finale présentée à l'étude notariale. C'était un terrain légal délicat, mais non sans ressources. Le processus allait prendre du temps. La justice en matière de droits artisanaux et de propriété intellectuelle ne va pas vite. Mais Maître Cernin avait dit à Marlène une phrase que celle-ci m'avait répétée. Elle avait dit « Le temps qu'il faut n'est pas le temps qu'on supporte, mais c'est le temps qui donne de vrais résultats. » J'aimais cette formulation. Elle ressemblait à quelque chose que Raymond aurait pu dire. Anaïs est revenue de Collioure un vendredi après-midi de juin, 22 jours après être partie. Je savais qu'elle revenait ce jour-là. Elle m'avait envoyé un message le matin, depuis l'atelier des reliures Marines, un message bref, comme tous ces messages, avec juste l'heure du train et le mot « bientôt ». Ce mot « bientôt » qui contenait quelque chose que les mots plus longs n'auraient pas mieux dit. Je l'ai attendu dans mon appartement de la rue de l'Ange. J'avais préparé ce que je préparais toujours quand quelqu'un que j'aime revenait de quelque part. Du café dans la cafetière italienne de Raymond, des rousquilles sur la table, et sur le bord de la fenêtre, au soleil, la feuille de papier à la cuve du Périgord sur laquelle j'avais écrit son nom 3 semaines plus tôt, séchée maintenant, propre, avec les lettres de calligraphie qui avaient pris ce léger relief qu'une encre de qualité donne au papier en séchant lentement. Je l'avais laissée là sans l'encadrer, ni la couvrir, ni la ranger. Juste là, sur le bord de la fenêtre, avec le soleil de juin dessus. Anaïs est arrivée à 16h30. Elle avait son sac de voyage sur l'épaule et dans les mains, une caisse plate en carton protégée sur les côtés par du papier bulle. Elle portait cette caisse avec le soin particulier qu'on réserve aux choses fragiles et précieuses, les 2 mains dessous, le regard qui vérifie l'équilibre à chaque pas. Elle avait les cheveux un peu plus libres que d'habitude, légèrement décoiffés par le voyage, et quelque chose dans son visage qui n'était pas là le matin du dimanche de mai, dans l'appartement de la rue de la Révolution française. Je cherche encore le mot exact pour décrire ce quelque chose. Pas de la joie seulement. Pas simplement de la sérénité. Quelque chose comme l'expression d'une personne qui a travaillé sur ce qu'elle avait à travailler et qui porte maintenant le résultat dans ses mains avec la certitude tranquille que ce résultat lui appartient entièrement, dans chaque fibre, dans chaque décision, dans chaque heure passée dessus. La certitude d'une voix propre. C'est cela que je lisais sur son visage. Je lui ai ouvert la porte et elle est entrée, et on s'est embrassés, et elle sentait la mer et la colle de peau et ce mélange d'encre que les relieurs portent sur eux après une longue journée de travail et qui ne ressemble à rien d'autre dans le monde. Elle a posé la caisse plate sur ma table à manger avec ce soin infini, et elle m'a dit « Je t'ai apporté quelque chose ». Elle a découpé le ruban adhésif avec les ciseaux qu'elle a trouvés dans mon tiroir de cuisine. Ces petits ciseaux à bout rond que je gardais là depuis que mes enfants étaient petits et que j'avais gardés par habitude sans me demander pourquoi. Elle a écarté le papier bulle et à l'intérieur de la caisse, emballé dans une feuille de papier de soie bleu clair, il y avait un livre. Pas un grand livre. Un livre de taille moyenne, avec une couverture cartonnée recouverte d'un papier marbré dont les couleurs étaient celles de la mer de Collioure telle qu'elle est en juin,
un bleu profond avec des reflets de turquoise et des volutes de blanc qui rappelaient les vagues vues d'en haut depuis les hauteurs du château royal. La couverture avait une texture légèrement granulée qui venait du papier marbré lui-même, fait à la cuve selon une technique qu'Anaïs avait développée à Collioure en intégrant un pigment naturel tiré d'une algue locale que M. Ferré-Olmas lui avait fait connaître. Le livre était vide. À l'intérieur, des pages de papier ivoire légèrement veinées, cousues à la main avec un fil de lin naturel selon la technique japonaise qui permet au livre de s'ouvrir complètement à plat sans jamais forcer la couture. Et sur la page de garde, à la plume fine, dans l'écriture d'Anaïs qui ressemblait à la mienne sans être la mienne, cette phrase que je lisais pour la première fois et que je ne lirai jamais sans m'arrêter. Marlène m'a appris que partir peut aussi être une façon de terminer une signature. Et en dessous, son nom complet, Anaïs Favier-Sora. Avec le millésime et le numéro de pièce, 1 sur 1, la première et l'unique de cette édition. J'ai tenu ce livre entre mes mains. Ce livre vide à la couverture couleur de mer de Collioure, avec la phrase de sa mère sur la page de garde et son nom entier en dessous. Ce livre qui ne contenait encore rien d'écrit, parce que ce qui devait y être écrit n'avait pas encore été vécu. Un livre qui attendait. Un livre qui avait toute sa vie devant lui. Comme les meilleures reliures, comme les meilleures personnes. J'ai dit, il est parfait. Les étagères de Raymond autour de moi. J'ai allumé la petite lampe du bureau, et sur le bord de la fenêtre, là où je l'avais laissée, la feuille de papier à la cuve du Périgord avec le nom d'Anaïs en calligraphie. Je l'ai prise dans mes mains. Elle avait légèrement jauni au bord depuis mai, la façon dont les papiers de qualité vieillissent si on les laisse à la lumière, pas en se dégradant mais en prenant de la profondeur, en devenant légèrement ambrés aux extrémités, comme si le temps les teintait doucement pour leur donner du caractère. Le nom d'Anaïs était toujours là. Aucun grattoir ne l'avait touché. Anaïs Favier-Sora. En lettres de calligraphe posées sur le papier avec la pression juste et le rythme de l'italique que j'enseignais depuis 37 ans. Un nom complet qui occupait tout l'espace horizontal de la feuille avec cette majesté tranquille d'une chose qui a sa place et qui le sait. J'ai posé la feuille à plat sur mon bureau de travail. À côté d'elle, j'ai posé le livre vide couleur de mer que ma petite fille m'avait apporté depuis Collioure, avec la phrase de sa mère sur la page de garde. Marlène m'a appris que partir peut aussi être une façon de terminer une signature. 2 objets côte à côte. L'écriture que j'avais donnée à Anaïs ce dimanche de mai, dans ma solitude de vieille femme qui pleure dans le fauteuil usé d'un mari parti depuis trop longtemps. Et le livre qu'Anaïs m'avait ramené de Collioure après 22 jours à travailler avec sa voix propre dans un atelier au bord de la Méditerranée. Ce que j'avais donné, ce qu'elle m'avait rendu. C'est peut-être cela la transmission quand elle fonctionne comme elle devrait fonctionner. Pas une ligne droite du plus vieux vers le plus jeune, pas une autorité qui descend d'une génération à l'autre en imposant ses formes. Mais un échange circulaire où ce qu'on donne revient transformé, augmenté, porté plus loin par une main plus jeune que la sienne et rendu dans une forme qu'on n'aurait pas su inventer seul. J'avais donné à Anaïs un dimanche matin ma présence arrivée sans prévenir. Ma petite boîte de rousquilles, ma voix qui a dit la phrase sur les noms et la main qui écrit. Elle m'avait rendu un livre vide, fait de papier marbré couleur de mer, avec un nom imprimé sur chaque fiche technique de sa collection et une phrase sur la page de garde qui disait quelque chose de vrai sur sa mère. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est tout. J'ai éteint la lampe du bureau. Et dans l'obscurité de mon appartement de la rue de l'Ange, avec les étagères de Raymond qui portèrent leurs centaines de livres reliés et restaurés et accueillis, avec l'odeur du vieux bois et de l'encre et du café oublié, j'ai pensé à ce dimanche de mai et à la femme que j'avais été avant 10h36 et à la femme que j'étais devenue après. Ce n'était pas une transformation spectaculaire. Je suis toujours Madeleine Esclarmonde-Favier, 81 ans, ancienne professeure de calligraphie, veuve, appartement au 3e étage de la rue de l'Ange, cafetière italienne de Raymond sur le fourneau, genoux qui se souviennent de leur âge. Mais quelque chose avait changé dans la façon dont je regardais. J'avais appris ce matin-là qu'arriver sans prévenir peut être un acte de courage. Que dire oui avant de comprendre pourquoi peut être l'acte le plus juste qu'on pose dans une journée.
que les noms des personnes qu'on aime méritent qu'on les défende même quand défendre cela coûte quelque chose à d'autres personnes qu'on aime aussi. J'avais appris que les familles ne sont pas des structures fixes. Elles sont des organismes vivants qui changent quand les personnes qui les composent changent. Et que certains changements, même douloureux, même lents, même incomplets, valent mieux que l'immobilité de ce qui a l'air entier mais ne l'est plus depuis longtemps. J'avais appris que les trains qu'on a réservés méritent d'être pris. Et j'avais appris, une fois encore, que les noms ont un poids. Que chaque nom sur chaque fiche technique, chaque signature au bas d'une feuille de garde, chaque lettre posée à l'encre sur du papier de qualité par une main qui sait ce qu'elle fait, est un acte irréductible. Une présence, une preuve que quelqu'un était là, avait fait quelque chose, existait dans cet espace de façon entière et personnelle. Que cette présence-là mérite d'être protégée. Par les grands-mères qui arrivent sans prévenir un dimanche matin. Par les mères qui portent leur manteau beige à l'intérieur de leur propre maison en attendant que quelqu'un arrive enfin. Par les femmes adultes qui tiennent le porte-lunettes de leur grand-père avec un billet de train dedans parce que leur grand-père aurait dit qu'on ne reporte pas les trains qu'on a réservés. Et par toutes les personnes qui ont un nom et qui savent, quelque part dans leur intérieur le plus vrai, que ce nom leur appartient entièrement et qu'on ne peut pas l'effacer avec un grattoir à papier plat, même quand on s'y prend soigneusement et qu'on laisse la surface presque intacte. Parce que le nom revient toujours. Il revient sur les portes des ateliers de Collioure en métal gravé. Il revient sur les fiches techniques des collections exposées en octobre. Il revient dans les livres vides couleur de mer que les petites filles font à la main et apportent à leur grand-mère. Il revient dans les lettres de calligraphie posées sur des feuilles de papier du Périgord un dimanche de mai par des mains de professeurs qui savent encore exactement quelle pression poser sur une plume pour que l'encre reste propre et entière. Les noms reviennent. Toujours. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à ce mot final, vous avez donné à cette vieille grand-mère de Perpignan quelque chose de précieux. Vous avez été là. Et être là, pour quelqu'un qui raconte une histoire difficile, c'est déjà tout. Écrivez feuille dans les commentaires si vous avez écouté vraiment depuis le début, parce que seuls ceux qui ont vraiment suivi cette histoire comprendront pourquoi ce mot-là capture la vérité de tout ce qu'on vient de traverser ensemble. Dites-moi d'où vous venez. Quelle ville? Quelle heure il est chez vous en ce moment? Appuyez sur le j'aime si cette histoire vous a touché quelque part de profond et de vrai. Abonnez-vous si vous voulez revenir demain, parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour, des histoires de famille et de noms et de départ et de retour et de vérité qui arrivent toujours, même tard, même douloureusement, même incomplètement, mais qui arrivent. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez, qui a peut-être besoin d'entendre que son nom a un poids et que personne n'a le droit de le gratter sans sa permission. Du cœur de cette vieille femme de la rue de l'Ange au vôtre, où que vous soyez, quelle que soit l'heure qu'il est chez vous, merci. Prenez soin des noms des personnes que vous aimez, et prenez soin du vôtre.